Hi everyone, Michael Hudson joins us today, world-renowned Bonjour à professor of tous. economics. Michael Hudson nous rejoint aujourd'hui, un professeur d'économie de renommée mondiale, pour donner un sens à ce qui se passe dans l'économie mondiale. Plus précisément, nous aborderons dans quelle mesure le monde revient ou non au nationalisme économique. Donc oui, le sujet d'aujourd'hui sera comment ce nationalisme industriel ou économique a émergé, puis nous examinerons dans quelle mesure il est revenu et si les politiques de Trump peuvent être comprises dans ce cadre. Et je suppose, comme nous le savons, qu'au début du 19e siècle, une idée a été mise en pratique d'Alexander Hamilton à Henry Clay, qui suggérait que l'industrialisation était intrinsèquement liée à la souveraineté politique et à la construction de la nation. Donc, Michael Hudson, c'est merveilleux de vous avoir à nouveau dans l'émission. C'est bon d'être de retour, Glenn. Je voulais commencer par vous demander ce que vous lisez dans cette époque du début du 19e siècle aux États-Unis. La considérez-vous également comme du nationalisme économique et quelle est l'histoire derrière cela? Do you also look at it as economic nationalism, and what is the history behind it? Well, Frederick List was not a nationalist. Eh bien, Friedrich List n'était pas un nationaliste, au sens où nous utilisons le terme aujourd'hui. Il visitait les États-Unis. Alors, pour qui allait-il être nationaliste? Le nationalisme, je pense, est une politique de domination. L'Amérique n'était pas dans cette position au début du 19e siècle. Elle voulait se protéger de la domination britannique, domination industrielle, commerciale et monétaire, qui était entièrement basée sur la théorie du libre-échange. Et c'est ce que la plupart des Américains apprenaient dans les universités. Aux États-Unis, la plupart des universités ont été créées comme des écoles religieuses pour former des prédicateurs, pour former des personnes religieuses. Et l'économie était enseignée en 4e année de collège comme un cours de philosophie morale. Et c'était Adam Smith. C'était très anglophile et très libre-échange. Et le problème était de savoir comment les États-Unis pouvaient développer leur propre industrie, ayant déjà combattu à l'époque coloniale contre la domination monétaire britannique. Le Massachusetts et la Pennsylvanie ont créé leur propre monnaie d'État fiduciaire en quantité limitée, afin de fournir les moyens de subsistance pour que les colons n'aient pas à compter sur les banquiers britanniques pour prêter de l'argent et, essentiellement, maintenir l'économie déflationniste. En gros, l'équivalent d'un plan d'austérité du FMI du XVIIIe siècle. Ainsi, les États-Unis avaient déjà vu la nécessité de développer leur propre autonomie. Le nationalisme tend à être une oppression d'autres pays. Ce que les Américains voulaient faire, c'était être indépendants et libres de toute dépendance envers les autres. Ainsi, Friedrich List a rencontré Matthew Carey, le père de Henry Carey, à Philadelphie, et il a constaté que la discussion était centrée sur la campagne politique de Henry Clay, qui était le leader Whig des années 1820 aux années 1840. Henry Clay avait promu quelque chose appelé le système américain, qui comprenait des tarifs protecteurs et des améliorations internes, c'est-à-dire des services publics financés par le gouvernement, notamment dans le domaine des transports, comme le canal aérien et les routes, et plus tard les chemins de fer. Enfin, un système bancaire national pour financer l'industrie. C'est ce que l'Allemagne a particulièrement développé à la fin du 19e siècle. Mais le système bancaire que l'Amérique avait était le système bancaire anglo-néerlandais, britannique, financement du commerce, financement à court terme. Le secteur bancaire en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe ne stanzif tuaitas du développement industriel. La machine à vapeur, développée par James Watt, a dû être financée avec son propre argent. Je pense qu'il a contracté une hypothèque immobilière. Les banques prêtaient contre des actifs déjà en place, comme l'immobilier, les actions, les obligations ou une certaine forme de richesse sur laquelle elles pouvaient saisir. Mais elles ne prêtaient pas pour créer de nouveaux investissements industriels.
C'est ce que Henry Clay entendait par la création d'une banque américaine. Et tout cela devait être créé à partir de zéro, car il n'y avait pas de modèle pour le faire, sauf le mercantilisme britannique, qui s'était développé en ce qu'on appelait l'impérialisme du libre-échange. Le libre-échange est impérialiste parce que la Grande-Bretagne dominait le marché et la structure des prix du marché. Et les autres pays ne pouvaient pas se permettre l'investissement en capital pour établir des usines, des routes et des infrastructures publiques sans le soutien du gouvernement. Et au moment où la Grande-Bretagne a atteint son leadership industriel mondial, elle s'opposait à ce que les gouvernements d'autres pays fassent ce qu'elle avait fait et soutiennent leurs propres industries. Ainsi, le problème auquel les Américains étaient confrontés dans les années 1820 et tout au long du 19e siècle était de rejeter la prétention de la Grande-Bretagne selon laquelle le libre-échange était universel. Il n'y avait qu'une seule sorte de théorie économique, des principes universels de base que tous les pays devaient suivre. Et ces principes étaient basés sur les marchés libres, c'est-à-dire le libre-échange, ce qui signifiait une dépendance commerciale envers l'Angleterre, rendant les autres pays, comme le disaient les Américains, des bûcherons et des porteurs d'eau. Fournir, une expression biblique, fournissant des matières premières à l'Angleterre pour être transformées en produits manufacturés dans le Lancashire ou d'autres villes de tissage britannique et réexportés vers les États-Unis. Ainsi, en écrivant en faveur des tarifs protecteurs et d'une banque nationale, le biographe et promoteur de Henry Clay, Calvin Colton, a écrit un livre intitulé « Économie publique pour les États-Unis ». Il expliquait que les préceptes de l'économie politique britannique étaient, je cite, « entièrement inapplicables aux États-Unis, dont l'expérience historique et les institutions distinctes en faisaient une exception à tout ensemble de généralités économiques larges. » Eh bien, ce n'est pas. Le nationalisme dit que vous êtes la force universelle sur les autres pays, les dominants. Les Américains ont simplement dit « Non, nous ne sommes pas soumis à un ensemble de règles commerciales internationales qui mènent à notre dépendance envers l'Angleterre. » Et donc Colton a écrit « Une science ne peut être faite des lois de l'économie politique que pour une nation chacune par elle-même. » La croissance économique américaine a été nourrie, a-t-il dit, par une politique protectionniste visant à retenir les précieux métaux, or et argent, aux États-Unis, comme fondation pour créer une superstructure industrielle et commerciale de crédit bancaire. Donc ce que Colton a écrit, et je vais le citer, parce que ces économistes ont été effacés de l'histoire économique, et les gens ne les auront pas rencontrés dans les manuels d'histoire économique habituels. Colton a écrit « Nous voulons alors un système d'économie publique qui non seulement tendra à garder dans le pays ce qui est communément considéré comme suffisamment d'argent pour mener son commerce et ses affaires, mais nous voulons un système qui tendra à augmenter ce montant autant que possible dans une mesure proportionnée au développement des moyens pour son utilisation rentable. » En d'autres termes, pas le système bancaire basé sur l'usure que l'Angleterre avait. Donc je pense qu'il est plus approprié de penser à l'école américaine d'économie politique. C'est ainsi qu'il se décrivait, comme une école américaine. Et il pensait, historiquement, en considérant l'économie mondiale dans son ensemble, comme un système qui avait tendance à se polariser sous le libre-échange, et certains pays étaient gagnants et d'autres pays étaient perdants. Et sous le libre-échange, l'Amérique était perdante. Ils étaient préoccupés par la manière d'introduire la technologie industrielle et par les conditions préalables à l'industrie. Et la réponse était une sorte d'analyse des systèmes technologiques. Que faut-il pour mettre en place un système de production en usine?
les protectionnistes américains ont dû faire face à l'opposition non seulement de l'Angleterre, mais aussi du Sud esclavagiste. Le Sud ne voulait pas voir se développer d'industrie. Le Sud ne voulait pas voir les banques nationales accorder des crédits du tout, parce qu'il disait, eh bien, si vous avez une population industrielle qui croît, elle va vouloir de la nourriture. Et si elle mange de la nourriture, elle va faire monter le prix des céréales. Et cela va nous coûter plus cher de nourrir nos esclaves, alors que nous produisons du coton et du tabac à envoyer à Lancashire et en Angleterre. Il y avait donc une lutte aux États-Unis, non seulement contre l'Angleterre, mais aussi contre le Sud. Il y avait de l'opposition. Chaque région des États-Unis avait sa propre théorie économique, pas exactement une théorie nationaliste unique. Les sudistes étaient nationalistes, le Nord était nationaliste, les États du centre étaient, on pourrait dire qu'ils étaient tous pro-américains. Mais tous avaient une idée complètement différente de ce que cela signifiait d'être américain et de la manière dont les États-Unis devaient structurer leur politique et leur économie. Eh bien, en fait, l'école américaine s'est vraiment développée après que le Parti républicain se soit séparé des Whigs, principalement à cause de la question de l'esclavage en 1853, lorsque les républicains ont été formés. Et l'économiste principal qui a essentiellement élaboré le programme républicain était Erasmus Peshin Smith, un nom qui est sûrement inconnu de quiconque n'a pas lu mes livres. Smith était le partenaire juridique de William Seward, qui était le leader idéologique du Parti républicain et des abolitionnistes. Seward est devenu secrétaire d'État sous Lincoln et il a fait entrer Peshin Smith dans le gouvernement. Peshin Smith, en 1853, a écrit un manuel d'économie politique et il a développé toute une théorie de la valeur et du prix. Et il a dit que la clé, ce qui détermine vraiment la valeur d'une marchandise, est le coût de l'énergie par travailleur. Il a dit que toute l'histoire de la technologie était un mouvement de l'énergie hydraulique. Le flux d'eau faisant tourner les moulins à vent, l'énergie éolienne avec les moulins à vent, au charbon et à l'énergie de combustion du bois. À mesure que le coût de l'énergie diminuait, cela réduisait le coût énergétique de la production. La manière pour un pays de développer une industrie compétitive était de fournir de l'énergie par travailleur, ce qui réduirait le coût de production. Alexander Hamilton avait expliqué tout cela dans son rapport sur les manufactures, lorsqu'il a dit qu'une machine pouvait produire l'équivalent de la force de travail à un coût bien inférieur. Et ce que la force de travail représentait pour Hamilton, pour les Américains, c'était comment mécaniser la production et fournir de l'énergie à bas coût. C'était une approche technologique de la théorie de la valeur que les Américains avaient, et elle était assez différente de la théorie britannique de la valeur qui se concentrait sur la rente économique. Eh bien, l'autre point que Clay avait, c'est que pour développer l'industrie, vous avez non seulement besoin de production, mais aussi de distribution. Et comment allez-vous distribuer et gérer l'infrastructure de transport pour tout cela? Il a dit qu'il fallait que le secteur public développe cela. Et les Américains ont repris l'économie politique classique de l'Angleterre, distinguant entre prix et valeur. Et la différence, l'excédent du prix du marché par rapport à la valeur coût, était la rente économique, un revenu non gagné. Eh bien, en Grande-Bretagne, l'objectif de tout cela était de définir la rente foncière, de la taxer et de se débarrasser de l'aristocratie terrienne que la Grande-Bretagne avait. Les États-Unis l'ont appliqué très principalement à la rente de monopole. Et ils ont dit, si nous laissons le canal Erie ou d'autres entreprises publiques entre des mains privées, vous finirez comme Margaret Thatcher et le Reaganomics. Ils ne connaissaient pas Margaret Thatcher,
mais ils savaient que toute infrastructure fournissant des besoins et des services de base était un monopole naturel. Et ceux-ci devraient être conservés dans les mains publiques afin qu'ils ne soient pas monopolisés. Et les services des canaux, des infrastructures, des collèges, tous ceux dans quoi le gouvernement a investi, devraient être fournis à des prix subventionnés, à bas prix ou même gratuitement dans le cas de l'éducation. Eh bien, cela était très différent de l'accent mis par la théorie britannique, parce que les Américains n'avaient pas une aristocratie foncière héritée du féodalisme. Ils ont simplement volé la terre aux Indiens, en gros, et ils étaient plus préoccupés par les monopoles, y compris le monopole financier de la domination britannique. The financial monopoly of British domination. So the question is, how are they going to spread these ideas? La question est donc de savoir comment ils allaient diffuser ces idées de Hamilton, Frederick List et Peshin Smith. Ils n'allaient pas reformer les professeurs d'économie à Harvard et dans d'autres universités prestigieuses, qui, comme je l'ai dit, ont été fondées pour former le clergé, en gros. Les républicains ont donc dit qu'il était plus facile de tout recommencer et de créer de nouvelles universités avec leur propre programme d'économie. Ainsi, ils ont fondé des collèges de concession de terres aux États-Unis. On donnait des terres à un collège, et les loyers de ces terres permettaient au collège de couvrir les frais d'enseignement des cours. Et les cours qu'ils enseignaient et les manuels qu'ils utilisaient portaient essentiellement sur la manière de développer une économie industrielle aux États-Unis grâce à l'investissement public, non seulement dans la technologie, mais aussi dans le secteur bancaire, et des tarifs protecteurs pour augmenter les prix afin que les industriels américains aient suffisamment d'argent pour utiliser le produit de leur vente, pour investir dans la construction de nouvelles usines, de nouveaux moyens de production, et embaucher plus de main-d'œuvre pour se développer. En plus du gouvernement créant des collèges de concession de terres, les industriels ont également doté des écoles de commerce pour enseigner ce type d'économie protectionniste orientée vers les affaires. Toute cette école, comme je l'ai mentionné, a été négligée dans l'histoire économique, parce que, une fois que les États-Unis ont suivi ces préceptes et sont devenus un leader industriel après la Première Guerre mondiale, la dernière chose que les États-Unis voulaient faire était d'enseigner à d'autres pays comment être protectionnistes de la manière dont ils l'avaient fait. Ils voulaient être en libre-échange, tout comme l'Angleterre, après que ses politiques mercantilistes aient créé son propre leadership industriel, voulait que d'autres pays ne fassent pas comme elle, mais qu'ils retirent l'échelle intellectuelle, pour ainsi dire. Ainsi, l'école américaine voulait développer cette théorie de la création d'une puissance industrielle et, dans le processus, éviter le genre de conflit de classe entre le capital et le travail. Il y avait un peu d'idéalisme là-dedans, qui faisait que Marx se moquait d'eux. J'ai publié de nombreux livres de cette école dans les années 1960 et 1970, lorsque je travaillais pour le rééditeur de classiques économiques, Augustus Kelly, et plus tard pour Garland Press. J'ai réimprimé ces livres avec des introductions. Ils ont été vendus aux bibliothèques parce que, dans les années 60 et 70, le gouvernement a fourni beaucoup d'argent pour les bibliothèques pendant la guerre du Vietnam. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens les aient jamais empruntés. J'ai résumé mes recherches dans mon livre « America's Protectionist Takeoff, 1815-1914 ». J'ai passé en revue toutes les dynamiques et j'ai également discuté de tout ce développement dans mon histoire de la théorie du commerce, du développement commercial et de la dette étrangère. J'ai donc passé les premières décennies de ma vie intellectuelle à analyser comment l'Amérique est devenue riche grâce à l'industrialisation et comment l'Allemagne a également suivi la même logique,
consistant à faire travailler le gouvernement avec l'industrie et la banque pour créer une symbiose à trois parties pour développer l'industrie. Cela ne se développe pas tout seul. Les tarifs protecteurs étaient censés protéger cette idée d'investissement public dans les infrastructures et le secteur bancaire national, qui n'était pas seulement destiné à financer le commerce et le commerce actuel, ni seulement à accorder des prêts contre des biens immobiliers ou des actifs, mais en réalité à financer de nouveaux investissements en capital. C'était une politique financière complètement différente de celle de l'Angleterre. Et ni les États-Unis ni l'Allemagne n'ont dit « Eh bien, c'est nationaliste. C'est notre développement. » Ils ont tous dit « C'est ainsi que les nations doivent se développer. C'est ainsi que la périphérie mondiale doit se développer afin d'atteindre un équilibre économique avec les nations leaders. » À cette époque, l'Angleterre, afin d'empêcher que le commerce, l'investissement et les prêts internationaux ne soient exploitatifs. Donc je n'appellerais pas exactement cela nationaliste. C'était universel. Oui, eh bien c'est drôle que vous ayez dit qu'ils ont retiré l'échelle intellectuelle. Parce qu'il est vrai que les Britanniques ont subventionné leurs industries pour développer une domination industrielle dans le monde. Et comme l'a critiqué Friedrich List, une fois qu'ils avaient atteint cette position dominante, ils sont soudainement passés au libre-échange. Donc, dans son argument, qui est une phrase célèbre en économie politique, il retirait l'échelle qu'ils avaient grimpée pour atteindre la grandeur. Son argument était que d'autres pays ne pourraient pas s'industrialiser correctement, ce qui est une partie importante de la construction nationale, s'ils s'engageaient dans le libre-échange. Parce que sous le libre-échange, le reste du monde, comme vous l'avez dit, était confronté à des industries britanniques matures. Donc, l'industrie britannique est encore une fois, par définition, de haute qualité et à bas coût. Alors, comment d'autres Européens continentaux ou les Américains pourraient-ils s'industrialiser s'ils avaient des industries naissantes de basse qualité et à coûts élevés? Et c'est ce que beaucoup de gens manquent aussi avec Adam Smith et David Ricardo. Ils préconisaient que les États-Unis se concentrent sur l'exportation de céréales. Ils n'avaient pas besoin de s'industrialiser. Dans la division internationale du travail, les Britanniques produiraient des biens et les Américains pourraient, oui, cultiver du maïs, et vous savez, les Français pourraient faire du vin. Je veux dire, c'était effectivement l'idée. Et ce qui est intéressant, cependant, avec cette idée de Hamilton et Clay, c'est qu'elle s'est vraiment répandue davantage vers l'Allemagne avec Friedrich List, puis que Persia et Smith l'ont apportée en Asie, eh bien, avec le Japon. Et Sergei Witt a copié toutes ces idées, enfin pas copié, a fait des brochures à partir des idées de Friedrich List et les a diffusées en Russie. Donc ces idées étaient assez dominantes. C'est un peu surprenant comment elles ont soudainement disparu, comme vous l'avez dit, ont été effacées de l'histoire économique. Et je suppose que c'est pour cela que c'est intéressant. Elles reviennent maintenant en force, parce qu'à l'époque, les Américains condamnaient le libre-échange comme de l'impérialisme, parce qu'ils sapraient la capacité de construction nationale américaine. Mais ils se plaignaient. Au lieu de demander le libre-échange, ils demandaient un commerce équitable. Et ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que Trump, non seulement il parle dans le langage de certains de ces concepts, mais il appelle aussi à un commerce équitable, au lieu du libre-échange parfois. Et il envisage aussi maintenant, oui, en utilisant, eh bien, encore une fois, pas nécessairement des tarifs temporaires et des subventions pour construire des industries stratégiques. Mais son tarif, comme il le dit, est son mot ou son arme ou son outil préféré, peu importe ce qu'il veut. Mais comme vous l'avez soutenu, Trump a tendance à être un peu mal avisé sur ces choses, sur les tarifs et tout le modèle économique du 19e siècle lorsque les Américains se sont industrialisés. Que pensez-vous qu'il se trompe spécifiquement?
What do you think specifically he gets wrong? Well, Because I do agree with that. Je suis d'accord avec cela. Les tarifs douaniers ne suffisent pas à eux seuls pour industrialiser. Les partisans de l'industrialisation ne parlaient pas seulement de l'industrie. Ce que Friedrich List a fait en retournant en Allemagne, c'est souligner la nécessité des chemins de fer et que ceux-ci devaient être développés par le gouvernement afin de ne pas simplement créer des monopoles ferroviaires qui feraient de la recherche de rente destructrice et de l'exploitation comme cela s'est produit aux États-Unis lorsqu'ils ont été laissés entre des mains privées. Donc, la clé n'est pas seulement des tarifs protecteurs pour avoir des prix élevés pour les produits industriels, afin de permettre aux industriels d'investir. Vous aviez besoin du soutien du gouvernement, surtout pour fournir des services de base qui, comme je l'ai dit, seraient autrement monopolisés. En 1890, les États-Unis ont adopté la loi antitrust Sherman pour réguler les trusts, et vous aviez Teddy Roosevelt qui luttait contre les trusts. Mais nous avons tous vu ce qui se passe. Les industries qui sont régulées tendent à prendre le contrôle des régulateurs, ce qu'on appelle la capture réglementaire. Et il est vraiment très difficile de réguler une industrie qui devient suffisamment puissante pour corrompre le système politique. Comme vous l'avez vu aux États-Unis, avec la régulation bancaire, qui a abouti à toute la corruption bancaire des années 1990, avec les associations d'épargne et de crédit, et plus tard sous Obama, la bulle des hypothèques toxiques. Trump ne fait aucune tentative pour inverser le reaganisme thatchérien qui a conduit à la monopolisation des secteurs clés aux États-Unis et a rendu les États-Unis si coûteux. La privatisation des soins de santé, par exemple, absorbe désormais 18% du PIB des États-Unis. C'est bien plus que tout autre pays. Et cela signifie que l'industrie doit payer à ses employés une partie du coût de l'assurance maladie, ce qui augmente le coût du travail sans vraiment augmenter le revenu personnel disponible que ses employés reçoivent. Eh bien, tout cela a été expliqué par Simon Patten, qui a été le premier professeur d'économie à la première école de commerce d'Amérique, la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Et Patten a dit que l'investissement public dans les infrastructures était un quatrième facteur de production. Et il voulait dire que c'est un facteur de réception de revenus. Le capital a réalisé des bénéfices et le travail voulait augmenter les salaires et les propriétaires terriens voulaient des loyers fonciers et des rentes économiques. Mais le but des infrastructures publiques n'était pas de générer plus de revenus. Ce n'était pas de faire un profit et certainement pas de générer des rentes économiques. C'était de fournir des services de base à des prix subventionnés ou même gratuitement, comme l'éducation et les soins de santé et d'autres besoins fondamentaux, afin que le secteur privé n'ait pas à supporter ses coûts lui-même, sous la forme de payer le travail, ses employés, suffisamment de revenus pour devoir payer ses services lui-même à partir de monopoles. Et je pense que l'Amérique s'est enfermée dans un coin de l'économie thatchérienne et reaganienne où elle ne peut tout simplement pas revenir en arrière et se débarrasser des monopoles privatisés pour les ramener dans le domaine public. Évidemment, les démocrates se battent encore plus que les républicains et essayent de s'opposer à Bernie Sanders et à sa tentative de fournir des soins de santé pour réduire considérablement le coût de production, ce qui serait une condition préalable pour rendre le travail plus productif. L'Amérique a un énorme fardeau de la dette qu'elle a accumulée. Je pense que nous en avons déjà parlé. Chaque reprise depuis 1945 en Amérique et en Europe a eu un niveau de dette de plus en plus élevé. Et donc, le travail doit payer tellement d'argent juste pour le service de la dette qu'il doit gagner un salaire suffisamment élevé pour couvrir sa dette croissante. Cela l'a exclu du marché.
Donc, vous avez ce que j'appelle le secteur FIRE, finance, assurance et immobilier. C'est en quelque sorte la sphère de circulation, comme l'appelait Marx, par opposition à la sphère de production. Vous voulez minimiser le coût de la circulation, qui est actuellement pris par les chasseurs de rente, tout comme vous voulez minimiser le coût de la production industrielle. Mais la plupart des coûts de l'industrie aux États-Unis prennent la forme de rente économique, pas de production réelle. C'est le coût de la vie et le coût de production, pas la valeur telle que décrite par les économistes classiques, mais le prix, la rente économique. Ces intérêts privatisés sont si puissants que l'éducation universitaire coûte $50,000 par an. College education costs $50,000 a year. And I said healthcare, 18% of GDP. Et j'ai dit que les soins de santé représentent 18% du PIB. Eh bien, vous n'allez pas faire revenir les universités à l'éducation gratuite, parce qu'elles sont devenues des entreprises elles-mêmes. Donc, pour que l'Amérique soit réindustrialisée, comme Trump prétend le faire, toute cette recherche de rente devrait être inversée afin de rendre l'industrie américaine compétitive. Et les tarifs douaniers ne résolvent pas cela. Ce que Trump veut faire, c'est exactement le contraire. Il veut augmenter la recherche de rente. Il veut rendre le travail américain beaucoup plus cher à employer, tout en voulant réduire le revenu salarial disponible. C'est une guerre de classe que nous voyons aux États-Unis. This is a class war we're seeing in the United States. He wants to essentially shrink government and Il veut essentiellement réduire le gouvernement et vendre le gouvernement au secteur privé. C'est ce qu'Elon Musk essaie de faire pour lui. C'est ce que Trump essaie de faire. Il essaye d'obtenir l'antithèse de ce qui a fait des États-Unis une puissance industrielle au départ. Il veut essentiellement créer un néo-féodalisme de rentiers dominant l'économie et étouffant la production industrielle. Et surtout, étouffant les salaires du travail en délocalisant le travail. C'est pourquoi ils ont déménagé en Chine pour le délocaliser. La fantaisie de Trump selon laquelle les tarifs peuvent d'une manière ou d'une autre créer l'industrialisation est complètement ahistorique. Et en fait, ce qu'il veut vraiment, c'est quelque chose de complètement différent. Ce qu'il veut vraiment faire, c'est se débarrasser de l'impôt sur le revenu pour ses principaux donateurs de campagne. Il veut supprimer l'impôt sur les personnes riches. Et il dit, eh bien, si nous pouvons transférer le système fiscal du gouvernement sur le travail par le biais de tarifs qui sont essentiellement une taxe sur les consommateurs, qui vont supporter le coût des tarifs, alors nous pouvons réduire les impôts sur ma classe de donateurs, la classe des rentiers, et nous gagnerons vraiment la guerre des classes. Nous pouvons appauvrir notre force de travail et rendre le 1% encore plus riche et plus puissant par rapport au reste de l'économie. C'est son plan. Je pense que toute la lutte de la guerre froide entre le communisme et le capitalisme de marché libre a créé une fausse idée de n'avoir que deux alternatives. Je pense que l'origine même du capitalisme industriel devrait vraiment être réapprise si nous voulons réindustrialiser et revenir à une économie plus équilibrée. Quoi qu'il en soit, oui, professeur Hudson, merci beaucoup pour votre temps. Professor Hudson, thank you so much for your time. Eh bien, merci de m'avoir invité, Glenn Diesen. Glenn.